Dans les demeures anciennes, les murs gardent jalousement les secrets que les siècles n'ont pas effacés. Chaque couloir chuchote, chaque silence semble lourd d'un mystère enfoui. Une signature oubliée, un héritage menacé, et le poids des apparences. Autant de fils qui tissent une intrigue où la vérité se dérobe. Avant de commencer, dis-moi, en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire? Et quelle heure est-il chez toi? Prêt? Entrons dans l'histoire. Je me souviens encore du matin où Poirot me tendit une enveloppe cachetée de cire rouge. Il la tenait entre ses doigts délicats comme s'il s'agissait d'un objet de grande valeur, et ses yeux brillaient d'une lueur de satisfaction mystérieuse. « Mon cher Hastings, voyez donc, » dit-il en me présentant le pli. J'ouvris la lettre avec curiosité et lus l'invitation. Le duc de Highchester conviait mon ami et moi-même à un dîner au sein de son domaine. Le ton de l'écriture était empreint d'une solennité presque théâtrale, comme si cette convocation dissimulait un enjeu plus grave qu'une simple réception mondaine. Je fus, je l'avoue, flatté à l'idée de pénétrer dans une demeure aussi illustre. Mais Poirot, lui, fronça les sourcils. « Les grands de ce monde n'appellent pas un détective sans une raison, Hastings, » murmura-t-il avec gravité. Je crus discerner dans sa voix cette nuance particulière qu'il adoptait lorsqu'une énigme se profilait déjà à l'horizon. Je ne pouvais m'empêcher de songer qu'un dîner au château promettait plus qu'un simple festin. Peut-être une aventure nouvelle, de celle où Poirot, avec son incomparable sagacité, mettrait encore une fois la vérité à nu. Le jour convenu, nous prîmes la route à travers la campagne anglaise. Le ciel, bas et voilé, laissait traîner des filaments de brume sur les champs d'automne. Les silhouettes des arbres se découpaient dans une pénombre diffuse, l'érosion, et les hautes fenêtres laissaient filtrer une lumière vacillante. Le parc, immense, étalait ses pelouses d'un vert sombre, ponctué d'arbres décharnés par l'hiver approchant. Un silence pesant enveloppait le lieu, à peine troublé par le cri lointain d'un corbeau. Je ne pus réprimer un frisson. Voilà, Hastings, ce que l'on appelle la décadence du prestige, observa Poirot avec une ironie douce. Ses yeux, plus attentifs que les miens, scrutaient chaque détail. La mousse sur les marches, la porte massive ornée d'armoiries écaillées, et même la lenteur du majordome qui vint nous accueillir. J'eus soudain l'impression que Highchester, malgré toute sa noblesse apparente, portait en lui une blessure ancienne, invisible mais profonde. Et je compris, sans que Poirot n'eût besoin de le dire, que cette demeure ne serait pas seulement le théâtre d'un dîner, mais celui d'un drame. Nous fûmes conduits dans un vaste salon où trônait, près de la cheminée, la figure imposante du duc de Highchester. Il avait la prestance de ces hommes forgés par l'autorité. Grand, encore droit malgré l'âge, et doté d'un regard perçant qui semblait jauger quiconque s'approchait de lui. Ses cheveux argentés renforçaient l'impression d'austérité, tandis que ses mains longues et fines trahissaient une nervosité contenue. « Messieurs, dit-il d'une voix grave, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. » Poirot s'inclina légèrement et moi de même, impressionné par la solennité de l'accueil. Le duc nous offrit quelques politesses d'usage, mais ses propos dérivèrent vite vers un sujet singulier. Vous avez sans doute entendu parler, monsieur Poirot, d'une certaine signature manquante dans un ancien document de ma famille. Il accompagna cette question d'un regard lourd de sous-entendu. Je fus surpris par la brusquerie. « Voici, messieurs, » déclara le duc, « le document dont il est question. Observez, toutes les signatures y figurent, sauf une. » Je m'approchai, intrigué. Le parchemin portait en effet plusieurs paraphes élégants, mais l'espace laissé vide paraissait frapper l'œil comme une blessure ouverte. Poirot, penché sur le document, hocha la tête avec gravité. « Voilà donc la trace de ce qui est oublié, mais jamais effacé, » dit-il doucement. Le duc serra les poings. Cette absence pourrait remettre en cause tout ce que je possède, et certains dans mon entourage n'attendent que cela. Je ressentis alors pour la première fois que nous étions entrés au cœur d'un mystère dont la clé se trouvait peut-être dans ce simple trait manquant d'encre. Nous fûmes introduits dans une vaste salle à manger, où l'éclat des chandeliers se heurtait au silence des convives déjà installés. Une table longue, dressée avec un raffinement impeccable, nous attendait, mais je fus frappé par la tension qui semblait l'imprégner. Chacun gardait une réserve courtoise, et pourtant, sous ses sourires figés, je devinais une vigilance sourde. Le duc, à la tête de la table, paraissait plus préoccupé que maître de maison.
Poirot, toujours attentif, promenait son regard d'un invité à l'autre, enregistrant leurs expressions comme on lit un livre ancien aux pages délicates. Pour ma part, je me sentais étrangement à l'étroit, malgré la grandeur des lieux. Le repas commençait à peine, mais déjà un poids invisible planait sur cette assemblée, comme si chaque parole retenue contenait plus de vérité que celle prononcée. À la droite du duc se trouvait Lady Eleanor, son épouse. Son port altier, la finesse de ses traits et l'élégance discrète de sa robe faisaient d'elle une figure de dignité. Mais son regard, froid comme l'acier, m'impressionna davantage que sa tenue. Elle salua Poirot et moi-même avec une politesse frêle, avec un visage effacé. Il ne semblait pas taillé pour les intrigues d'un grand domaine. Pourtant, chaque geste trahissait chez lui une nervosité intense. Durant les premiers échanges, il multiplia les politesses, mais son rire sonnait faux, trop aigu, comme s'il cherchait à dissimuler un malaise intérieur. Il ne cessait de lisser compulsivement ses manchettes, un tic que Poirot nota aussitôt. « Voilà un homme qui cache un secret », me souffla-t-il à mi-voix. Le duc, d'ailleurs, le présenta sans chaleur, comme s'il ne lui accordait que peu de considération. Et pourtant, chaque fois que le contrat ou la signature oubliée était mentionné, Whitmore pâlissait sensiblement. Je fus frappé par son incapacité à soutenir le regard de quiconque l'interrogeait. J'ignorais encore s'il était coupable de quelque chose, mais je savais déjà qu'il jouerait un rôle dans l'affaire qui se dessinait. À l'opposé de Whitmore si effacé, Juliette Morel apportait à la tablée une grâce lumineuse. Elle était jeune, fine et d'une beauté vive que sa nationalité française semblait accentuer. Sa voix claire, lorsqu'elle s'adressa à Poirot avec une révérence charmante, apporta une respiration bienvenue dans cette atmosphère étouffante. Pourtant, derrière son sourire enjoué, je perçus une retenue. Ses yeux brillaient d'une intelligence vigilante, comme si elle jouait un rôle dont elle connaissait parfaitement les règles. Poirot, que sa vivacité amusait, ne la quittait pas du regard, intrigué par cette façon subtile qu'elle avait de détourner une question par une pirouette spirituelle. « Une invitée bien singulière, Hastings », me glissa-t-il discrètement. Je compris qu'il entrevoyait déjà dans cette jeune femme plus que ce qu'elle montrait. Quant à moi, j'étais partagé. Devais-je admirer son charme ou me méfier de son ambiguïté? Ces paroles jetèrent un froid parmi les convives, et je remarquai que Lady Eleanor détourna les yeux, comme irritée par cette précision trop nette. Poirot, en revanche, écoutait avec intérêt. L'avocat, bien qu'apparemment objectif, laissait percer un zèle professionnel qui me fit songer qu'il était peut-être plus concerné qu'il ne voulait le laisser croire. Un peu plus loin, Sir Giles Morton, voisin et ami de la famille, se fit remarquer par une remarque mordante. Voilà des terres qui, mal gérées, pourraient devenir la proie d'autres mains, lança-t-il avec une ironie lourde. Il avait ce ton mi-badin, mi-aigre, qui trahissait une rancune persistante. Son rire bref, dépourvu de chaleur, laissait deviner l'envie à peine contenue qu'il nourrissait envers la prospérité du duc. Le regard qu'il jeta à Lady Eleanor ne m'échappa pas. Il y avait là une pointe de défiance, peut-être même de ressentiment. Je notai intérieurement que ce voisin, sous ses airs d'ami, semblait guetter l'ombre d'une faiblesse chez son hôte. Et je n'ignorais pas que de tels sentiments, dans les grandes demeures, sont souvent des germes de drame. Au fil du repas, la conversation, d'abord polie, se concentra sur le document et ses implications. Chacun y alla de sa remarque, et les sous-entendus devinrent plus acérés. Lady Eleanor défendait avec froideur l'intégrité du domaine. Whitmore balbutiait des explications confuses. Juliette, subtile, posait des questions à demi voilées. Ashcombe corrigeait les imprécisions avec une rigueur inflexible. Morton jetait de l'huile sur le feu par ses insinuations. Je sentis l'atmosphère s'échauffer, malgré les plats raffinés qui se succédaient. Poirot, immobile, observait sans intervenir, ses moustaches frémissant à peine. Moi-même, je n'étais pas à l'aise. Jamais un scène avec une attention soutenue, et je vis dans ses yeux cette lueur particulière qui signifiait déjà qu'il ne se laisserait pas abuser par les apparences. En nous approchant davantage, nous remarquâmes les détails qui faisaient de cette mort une énigme. Le duc tenait dans sa main un stylo brisé, comme si son ultime geste avait été d'écrire.
Sur le bureau devant lui reposait le fameux parchemin, déplié et placé bien en évidence, comme une ultime mise en garde. Je sentis un frisson me parcourir. Tout semblait indiquer une mort naturelle survenue dans le cours d'une activité ordinaire. Pourtant quelque chose me dérangeait. Le document paraissait disposé trop ostensiblement, comme une scène préparée pour des spectateurs. Poirot, penché au-dessus du corps, fronça légèrement les sourcils. « Voyez-vous, Hastings, dit-il doucement, la mort parle parfois par ses accessoires. Ici, l'arrangement est trop parfait pour être innocent. » Je ne compris pas d'emblée le sens de ces paroles, mais je perçus qu'il avait déjà franchi le seuil qui sépare l'émotion de l'analyse. Poirot, toujours accroupi près du corps, examina attentivement le stylo que le duc tenait encore. « Intéressant, » murmura-t-il en le soulevant avec une précaution extrême. Ses yeux brillèrent d'un éclat vif. Ce n'est pas l'instrument qu'employait ordinairement son Altesse. Je fus surpris. « Comment pouvez-vous en être si sûr, Poirot ?» Il me jeta un regard amusé. « Mon cher, vous avez la mémoire d'un soldat, pas celle d'un détective. Hier soir, le duc utilisa pour ses annotations un stylo à plume d'ébène avec un capuchon doré. Celui-ci est de facture plus commune. Je dus admettre qu'il avait raison. Je me souvenais à présent de l'éclat du stylo présenté la veille. Un doute naquit aussitôt en moi. Pourquoi le duc aurait-il... Poirot eut un sourire patient. Le duc écrivait toujours de la main droite. Je l'ai observé hier soir, et vous le saviez déjà. Une telle tache sur la manche gauche n'a pas de sens, à moins que l'on ait voulu simuler un accident d'écriture. Je regardais fixement la marque sombre qui contrastait avec la pâleur du vêtement. Un détail si insignifiant, pensai-je, et pourtant capable de faire basculer la logique entière de la scène. « Vous voulez dire qu'il ne s'agit pas d'un hasard ?» demandai-je à voix basse. « Justement, mon ami, » répondit Poirot. « C'est un détail qui crie la supercherie. » En inspectant la pièce, Poirot se dirigea vers la grande fenêtre de la bibliothèque. Elle était entr'ouverte, laissant entrer une brise glaciale. J'en frissonnai aussitôt. « Quelle étrange idée, ouvrir une fenêtre par un tel froid !» m'exclamai-je. Poirot effleura du doigt le rebord humide. « Voilà une invitation pour l'esprit attentif. On a voulu suggérer que le duc, pris d'un malaise, cherchait de l'air. Mais l'homme que nous avons rencontré hier ne se serait jamais exposé au froid ainsi, surtout dans son état de santé fragile. » Je regardai au dehors. Les jardins s'étendaient dans une brume légère, mais rien ne semblait troubler la quiétude du parc. Et pourtant, ce détail confirmait que la mort du duc n'était pas l'œuvre du hasard. « Hastings, » dit Poirot avec un sérieux croissant, « une mise en scène se dévoile par excès de soin. Cette fenêtre entr'ouverte en est un exemple éclatant. » À présent, Poirot recula légèrement et contempla la scène dans son ensemble. Son visage exprimait une concentration intense, comme s'il assemblait déjà les morceaux d'un puzzle invisible. « Hastings, vous voyez ici le travail d'un esprit calculateur. Rien n'est laissé au... » l'entourait. On installa une petite pièce attenante au salon pour recevoir les convives un par un. L'air semblait chargé d'électricité, chacun dissimulant son trouble derrière une façade polie. Je sentais que les nerfs étaient à vif. Lady Eleanor entra la première, drapée dans une dignité glaciale, tandis que Poirot, calmement assis, joignait le bout de ses doigts comme pour l'inviter à s'exprimer. L'interrogatoire commençait, et avec lui la danse délicate des vérités dissimulées. La duchesse se tenait droite, son regard impénétrable fixé sur Poirot. Elle répondit d'une voix claire, sans trembler, mais chaque mot semblait peser avec une précision presque mécanique. « Monsieur Poirot, je vous en prie, que cette affaire n'éclabousse pas le nom de Highchester. La réputation de ma famille est plus précieuse que ma propre vie. » Je fus frappé par la froideur de ses propos. Elle parlait de l'honneur du domaine comme d'un fardeau sacré, et non de la perte récente de son mari. Je vis Poirot l'observer longuement, sans l'interrompre, notant peut-être que ses phrases n'étaient pas celles d'une veuve éplorée, mais celles d'une gardienne vigilante. Lorsque Poirot aborda le sujet du contrat et de la signature manquante, Lady Eleanor détourna légèrement la tête, ses lèvres se crispant. Elle répondit évasivement, éludant les questions, insistant sur l'importance d'éviter tout scandale public.
Je compris que ce silence sélectif n'était pas dû à l'ignorance, mais bien à une volonté de cacher. Une inquiétude sourde vibrait sous ses paroles, et j'eus le sentiment que cette femme redoutait moins la vérité que son exposition aux yeux du monde. Charles Whitmore fut introduit à son tour. Dès qu'il franchit le seuil, ses gestes maladroits trahirent son état d'esprit. Il tenait son mouchoir froissé dans une main tremblante. Ses yeux évitaient constamment. Poirot, impassible, le laissait se débattre dans ses contradictions. Moi, je ressentais presque de la pitié pour ce pauvre homme qui semblait s'enfoncer à chaque seconde. Mais au fond, n'était-ce pas justement l'attitude d'un coupable? Sa nervosité excessive, ses gestes égarés, tout concourait à faire de lui un suspect idéal. Pourtant, je savais que Poirot se méfiait des évidences trop commodes. Ses yeux brillaient d'une vigilance accrue, comme s'il attendait que Whitmore commette l'erreur qui révélerait ce qu'il cherchait à dissimuler. Alors que Whitmore s'agitait sur sa chaise, un mouvement maladroit laissa entrevoir un dossier qu'il tentait de glisser précipitamment sous son manteau posé à côté de lui. Poirot, d'un geste précis, saisit le document, avant même que le secrétaire n'ait eu le temps de protester. « Vous êtes bien empressé, monsieur Whitmore, » dit-il calmement. Le visage du secrétaire se figea, livide. Les feuilles contenaient des annotations hâtives, des copies incomplètes de contrats, et même des notes sur les biens fonciers du duc. Je fus frappé par la coïncidence. Voilà que ce petit homme si effacé se trouvait lié directement à l'objet du drame. Whitmore balbutia des explications confuses, mais Poirot ne dit rien de plus. Il se contenta de ranger soigneusement les papiers, ses yeux brillant d'une satisfaction muette. Je compris qu'il venait de franchir une étape décisive dans sa lecture de l'affaire. Lorsque Juliette entra, son visage semblait bouleversé. À peine eut-elle croisé notre regard qu'elle s'effondra en larmes, couvrant son visage de ses mains fines. Je fus touché par son désarroi apparent, mais Poirot, lui, demeura de marbre. « Mademoiselle, dit-il doucement, votre chagrin est-il si profond ou bien si bien étudié ?» Elle sursauta, levant vers lui des yeux noyés de larmes. Loin, fronça imperceptiblement les sourcils en l'entendant. Poirot le laissa dérouler ses arguments avec une attention scrupuleuse. Chaque mot d'Ashcombe semblait peser plus lourd que le précédent, comme si l'avenir d'un empire familial se jouait déjà dans cette salle. Ainsi, conclut-il, le sort des terres de Highchester pourrait être radicalement bouleversé. Je ressentis un frisson. Derrière les textes de loi se dissimulait un gouffre d'ambition et de rancune. À mesure que les interrogatoires avançaient, Poirot esquissa pour moi un tableau troublant. Voyez-vous, Hastings, chaque convive a quelque chose à gagner ou à perdre de cette signature manquante. Il me rappela les paroles de Lady Eleanor, obsédée par l'honneur du nom, les tremblements de Whitmore, dont la position dépendait de la confiance du duc, l'ambiguïté de Juliette, qui pourrait être liée de près à l'héritage, les propos froids de Lord Ashcombe, qui entrevoyait des complications juridiques pleines d'opportunités, et enfin, l'ironie jalouse de Sir Giles Morton. Je fus saisi par l'idée que chacun, derrière ses attitudes diverses, voyait dans ce contrat une chance ou une menace. L'argent, le prestige, la sécurité, tout se mêlait dans une toile serrée. « Voilà, Hastings, » conclut Poirot, « ce n'est pas seulement un meurtre que nous devons comprendre, mais une lutte silencieuse où chaque intérêt est un mobile potentiel. » Pourtant, malgré la diversité des mobiles, un nom revenait sans cesse dans les murmures. Charles Whitmore. Sa nervosité, ses mensonges maladroits, ses papiers dissimulés le plaçaient au centre des soupçons. « Il est l'homme idéal pour porter le fardeau d'un crime », soufflai-je à Poirot, presque convaincu. Mais lui secoua la tête. « Trop idéal, Hastings. Voilà ce qui m'inquiète. Quand le coupable paraît, Poirot, fidèle à son habitude, ne se contenta pas des témoignages immédiats. Il demanda au majordome l'accès aux archives du domaine. Nous fûmes conduits dans une pièce obscure, où s'entassaient registres, journaux et documents anciens. Là, mon ami entreprit une recherche méthodique, ses doigts effleurant les reliures poussiéreuses comme s'il lisait déjà les secrets qu'elles contenaient. Après une heure de patience, il poussa un petit cri de satisfaction. « Voyez, Hastings, voici la trace d'un frère cadet du duc. Curieux, n'est-ce pas, qu'aucun de ses invités ne l'ait mentionné. » Je pris le registre. Le nom apparaissait, puis disparaissait, effacé d'une plume lourde et maladroite.
comme si la famille avait délibérément voulu rayer son souvenir. Un frisson me parcourut. Poirot referma le livre avec gravité. Quand on efface un nom, Hastings, c'est que ce nom dérange. Et les fantômes du passé ne cessent jamais de hanter les vivants. Poirot interrogea ensuite les domestiques les plus âgés, dont la mémoire portait encore des échos d'événements oubliés. À voix basse, presque craintive, l'un d'eux se rappela une dispute violente entre le duc et son frère cadet. C'était à propos des terres, confia-t-il, les yeux baissés. Le jeune frère disait qu'elle lui revenait en partie, mais le duc ne voulait rien céder. D'autres serviteurs confirmèrent avoir entendu des éclats de voix, des reproches lancés dans la nuit, suivis d'un départ précipité. Je fus frappé par la peur palpable que ces souvenirs suscitaient encore, comme si parler de ce frère disparu revenait à invoquer une malédiction. Poirot, lui, se contentait de hocher la tête. Ses yeux brillaient d'un éclat plus vif encore, preuve que le puzzle commençait à prendre forme. « Hastings, dit-il en aparté, la querelle d'hier se cache toujours. » Fut lors d'un nouvel entretien avec Juliette que Poirot me confia sa découverte la plus troublante. Il avait rapproché les dates, les registres et certains papiers épars. Juliette, cette jeune parente française, n'était pas seulement une invitée charmante. Elle portait en elle un secret de sang. « Hastings, dit-il d'une voix basse, cette enfant est la descendante du frère effacé. » Je le regardais, stupéfait. Juliette, avec son élégance et son charme, aurait donc été la pièce manquante de cette énigme. Poirot poursuivit. C'est pourquoi elle a été admise ici. Le duc savait. Il craignait que la vérité n'éclate et ne remette en cause tout l'édifice de son héritage. Je me souvins alors de ses larmes équivoques, de ses sourires à demi dissimulés. Tout prenait un sens nouveau. Elle n'était pas seulement actrice d'un drame mondain, mais l'héritière légitime d'un passé qu'on avait voulu enterrer. Poirot observa longuement la jeune femme à travers la fenêtre du salon, puis murmura. « Voilà, mon ami, le poids véritable de cette signature oubliée. Ce n'est pas seulement une omission. C'est un mensonge destiné à effacer une lignée entière. » Poirot, en me confiant ses réflexions, me fit comprendre ce que signifiait réellement cette signature manquante. « Hastings, dit-il, le duc n'a pas omis par négligence. Il a omis par calcul. » Je l'écoutais avec attention. Il expliqua que l'absence volontaire de ce paraphe était un moyen de couper le frère cadet de tout droit, d'effacer son existence de l'histoire écrite de la famille. C'était comme si, à défaut de pouvoir rayer un sang jugé indigne, le duc avait choisi de le condamner à l'oubli. Voilà pourquoi, reprit Poirot, le document était si précieux. Tant que la signature demeurait absente, nul ne pouvait l'invoquer sans risquer de réveiller ce passé. Poirot poursuivit son analyse avec une précision qui me fascinait toujours. Vous voyez, Hastings, ce duc n'était pas seulement un homme de pouvoir, c'était un stratège de l'honneur. Il a compris que la vérité brutale ruinerait son nom, alors il a choisi le silence. Je restais songeur. Poirot parlait comme s'il entrait dans l'esprit du défunt, retraçant ses dilemmes intimes. Il a utilisé la méthode la plus subtile, l'omission. Une signature absente, voilà tout. Rien d'explosif, rien de spectaculaire. Mais une absence calculée qui, en silence, construisait un mur entre son monde et celui qu'il refusait. J'étais ébranlé par l'idée que l'on put, par un simple trait d'encre refusé, déterminer la destinée d'une lignée entière. Cette découverte fit naître en moi une méditation sombre. Combien de familles, me dis-je, portaient en elles de tels secrets, enfouis sous des façades de respectabilité. À Highchester, on respirait la grandeur, les portraits sévères, l'héritage séculaire. Et pourtant, une seule omission, un silence délibéré, avait suffi à fissurer cet édifice. Je pensais à Lady Eleanor, à son obsession de l'honneur, à Whitmore et ses papiers dissimulés, à Juliette, innocente ou non, mais héritière d'une faute que d'autres avaient commise. Tout cela me parut dérisoire face à la vérité nue. Les grandeurs sociales ne sont que des voiles fragiles. Poirot, devinant mes pensées, posa sa main sur mon bras. « Hastings, les familles aristocratiques ont toujours vécu de l'illusion de leur perfection. Mais les secrets, eux,
ne se dissolvent jamais. Ils ressurgissent quand on s'y attend le moins. Ces paroles résonnèrent en moi avec une gravité que je n'oubliais pas. Ce soir-là, Poirot, avec une apparente insouciance, proposa que tous les convives d'une main tremblante. Morton, lui, éclata d'un rire nerveux. Je demeurai figé, pris au dépourvu. En réalité, je savais que Poirot n'avait pas encore ce document en sa possession. Mais je compris aussitôt que ce n'était qu'une manœuvre, une de ces ruses qu'il affectionnait pour pousser les esprits à se trahir. « Ce parchemin, reprit-il, contiendra des réponses qu'aucun de vous ne peut éluder. » Ces mots tombèrent comme des coups de marteau. Je vis alors que le dîner s'était transformé en une scène d'interrogatoire collectif, où chacun luttait pour conserver son masque intact. Ce fut à ce moment que je pris conscience du théâtre étrange qui se jouait. Chacun, croyant peut-être passer inaperçu, laissait paraître un fragment de vérité. Lady Eleanor fixait obstinément son assiette, comme si lever les yeux l'aurait condamné. Whitmore, lui, regardait tour à tour Poirot et le duc disparu, ses lèvres remuant sans un mot. Juliette, d'ordinaire si vive, demeurait immobile, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Ashcombe avait pris un air grave, presque professionnel, mais je vis sa main trembler en soulevant son verre. Morton, enfin, observait les autres avec un sourire cynique, comme s'il se réjouissait de voir chacun chanceler. Poirot ne parlait plus. Il se contentait de scruter les visages, d'enregistrer chaque micro-expression. Je compris qu'il n'avait pas besoin d'entendre des paroles. Les regards suffisaient à trahir ce que l'on cherchait à cacher. Puis survint ce que Poirot attendait. Une remarque légère de sa part, évoquant la possibilité d'une main criminelle dans la mise en scène, fit sursauter Lady Eleanor. Ce n'était pas le sursaut d'une femme surprise, mais celui d'une femme touchée au cœur. Je remarquai qu'elle porta machinalement la main à son poignet, geste qui sembla insignifiant aux autres, mais qui fit « Voyez, Hastings », dit-il d'une voix basse. C'est cette encre-là que l'on a utilisée pour tacher la manche du duc. Elle n'appartenait pas à son écritoire. Je sentis une sueur froide me parcourir. Mais alors, cela signifie que... Poirot referma le tiroir avec un soin minutieux. Cela signifie, mon ami, que quelqu'un ici a voulu maquiller la scène, et que ce quelqu'un réside précisément dans cette chambre. Or, cette chambre n'était autre que celle de Lady Eleanor. Je compris que le piège de mon ami se refermait avec une élégance implacable. Lorsque la découverte fut connue, une onde de stupeur parcourut le cercle des convives. Les regards se tournèrent vers Lady Eleanor, dont la pâleur devint presque translucide. « Je ne comprends pas », balbutia-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Ashcombe fronça les sourcils, Whitmore baissa les yeux, et Morton esquissa un sourire venimeux. L'atmosphère devint suffocante. La duchesse, jadis figure glaciale et inébranlable, apparaissait désormais vulnérable. Je sentis le poids du scandale imminent peser sur chaque mot, chaque souffle. Poirot, lui, ne triomphait pas. Il parlait d'une voix douce, presque compatissante. Vous voyez, mes amis, la vérité se cache toujours dans les détails. Et ce petit flacon d'encre nous a dit ce que nul ne voulait entendre. La partie s'annonçait désormais plus sombre encore, car ce soupçon nouveau ouvrait une brèche où s'engouffrerait bientôt toute la vérité. Ce soir-là, Poirot demanda que tous les convives se réunissent dans le grand salon. J'y vis une atmosphère lourde, presque religieuse. Les portraits sévères des ancêtres semblaient peser sur la scène comme des juges muets. Chacun prit place dans un silence oppressant. Lady Eleanor, d'ordinaire impassible, a curiosité. Il fit une pause, observant les visages. La scène fut présentée comme une mort naturelle, peut-être due à une faiblesse cardiaque. Mais, messieurs, dames, je vous le dis, les détails ne m'ont point trompé. Il énuméra alors, comme les perles d'un chapelet, chacun des éléments troublants. Le stylo qui n'était pas celui du duc. La tache d'encre sur sa manche gauche bien qu'il écrivît toujours de la main droite. Et la fenêtre entr'ouverte malgré le froid glacial. Ces détails, dit-il, n'étaient pas des hasards, mais des indices, et leur accumulation dessinait le contour d'une main criminelle. Je regardais autour de moi. Les convives semblaient rivés à ces paroles, conscients que leur destin pouvait se jouer dans la moindre inflexion de son raisonnement. Poirot poursuivit avec une rigueur presque mathématique. « Voyez, mes amis, le crime se cache toujours dans les détails les plus subtils.
Il prit d'abord l'exemple du stylo. Le duc utilisait un instrument particulier, familier de sa main. Celui trouvé brisé n'était pas le sien. Voilà la première dissonance. Puis il évoqua la tache d'encre. Placée sur la manche gauche, elle suggérait un geste maladroit de la main droite. Mais le duc, chacun ici le sait, écrivait de cette main. Comment donc aurait-il taché sa manche gauche, sinon par une mise en scène? Enfin, la fenêtre entr'ouverte. En plein hiver, un homme âgé et fragile n'aurait pas laissé entrer le froid mordant. Ce détail fut ajouté pour troubler l'apparence de naturel. Il conclut. Ces trois éléments réunis démontrent que la mort du duc n'est pas accidentelle. Elle fut préparée avec soin, mais trahie par de petites erreurs, car même le crime le plus ingénieux ne résiste pas à l'œil attentif. Je ne pus m'empêcher d'admirer la limpidité de sa démonstration. Poirot, après un silence, il énonça comment la tache d'encre, les documents introuvables et les contradictions du secrétaire avaient construit, pièce après pièce, une image de culpabilité. Les regards des convives convergèrent sur Whitmore, certains avec suspicion, d'autres avec soulagement de détourner l'attention d'eux-mêmes. Mais Poirot leva la main. Pourtant, il faut se méfier des évidences, car si toutes les preuves s'accumulent trop aisément contre un seul homme, alors, Hastings le sait bien, je me méfie. C'est l'ombre du vrai coupable qui se cache derrière ce paravent commode. Je vis alors l'éclair de compréhension dans ses yeux. Poirot préparait déjà à renverser tout ce que nous pensions savoir. Poirot reprit son exposé avec une lenteur calculée. Mes amis, le cœur de ce drame n'est pas seulement dans un contrat, ni même dans une signature manquante. Il est dans un secret familial soigneusement enfoui. Un murmure traversa la salle. Poirot poursuivit sans s'interrompre. Le duc savait que son frère cadet, autrefois banni, avait eu une descendance. Cette descendance, mes amis, se trouve parmi vous. Mademoiselle Juliette Morel n'est pas seulement une parente française charmante, elle est l'héritière légitime de ce frère effacé. Juliette porte les mains à son visage bouleversé. Lady Eleanor, elle, se raidit imperceptiblement. Poirot continua. Le scandale allait éclater. L'absence de signature dans le contrat menaçait de dévoiler la vérité et de transférer une partie du domaine. Voilà pourquoi le meurtre a été commis. Non pas pour de l'argent seul, mais pour protéger un nom, une réputation, un rang. Je sentis que chaque mot creusait davantage le silence. L'ombre du frère disparu revenait frapper à la porte de Highchester, et nul ne pouvait l'ignorer. Poirot se tourna alors vers Lady Eleanor. Madame sa mort. Il expliqua comment Lady Eleanor avait attendu le duc dans la bibliothèque, substitué son stylo habituel par un autre, puis disposé le contrat devant lui. Vous avez versé quelques gouttes d'encre, volontairement, pour simuler une maladresse. Mais en choisissant le mauvais côté de la manche, vous avez révélé la supercherie. Poirot souligna également la fenêtre entr'ouverte. Vous vouliez suggérer un malaise soudain, une atmosphère confusément naturelle. Mais cet artifice, trop grossier, a éveillé mes soupçons. Je fus ébranlé par la clarté de cette démonstration. Tout, soudain, semblait d'une évidence limpide, et je me demandais comment j'avais pu ne pas le voir. À ces mots, Lady Eleanor s'effondra. Son masque de dignité glaciale céda, et une femme brisée apparut sous nos yeux. « Oui !» cria-t-elle d'une voix étranglée. « Oui, c'est moi. Que pouvais-je faire? Tout allait disparaître. Le domaine, notre nom, tout ce que nous étions. » Ses mains crispées semblaient se raccrocher au vide. Elle parla d'une voix saccadée. Il avait juré de reconnaître cet enfant. Il allait tout avouer. Et moi? Je ne pouvais supporter l'idée que des siècles d'honneur soient réduits à néant. Je ressentis à la fois pitié et effroi. Poirot demeurait grave, sans dureté. « Madame, dit-il doucement, vous avez cru protéger votre maison en effaçant la vérité. Mais c'est la vérité elle-même qui finit toujours par vous condamner. » Le silence qui suivit fut plus accablant que n'importe quelle sentence. La duchesse, tête basse, avait cessé de lutter. Et je compris que, derrière la grandeur apparente des familles nobles, il n'y avait parfois que des murs fragiles, minés de l'intérieur par le poids des secrets. Lorsque les convives se dispersèrent enfin,
Le grand salon retomba dans un silence, devenu l'héritière malgré elle. Tout cela avait été scellé par une plume absente, un vide qui signifiait plus que des pages pleines d'écriture. Les secrets, continua Poirot, ont ceci de cruel qu'ils ne disparaissent jamais. On croit les enfouir sous les années, mais ils refont surface, implacables. Et lorsqu'ils éclatent, ils brisent davantage que la vérité nue. Ces mots pesaient lourd, comme si l'affaire n'était qu'un exemple parmi 1000 autres, un miroir des tragédies cachées dans les grandes demeures anglaises. Pour ma part, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir sur la fragilité de ce que nous avions vu. Highchester m'était apparu comme un bastion de puissance et de prestige, mais tout cela s'était révélé bâti sur du sable. Quelle ironie, murmurai-je, qu'un domaine aussi imposant dépende de la crainte d'une vérité. Les portraits des ancêtres, la rigidité des titres, la pompe des dîners, tout me semblait soudain dérisoire face à l'effondrement moral d'une famille. Poirot acquiesça doucement. Les grandeurs humaines, Hastings, ne reposent que sur l'illusion. Quand l'illusion tombe, ce qu'il reste est rarement beau. Je contemplais alors le feu mourant dans la cheminée. Ces braises incertaines me semblaient l'image parfaite de cette aristocratie, brillante en surface, mais fragile dans son essence. Poirot se pencha légèrement et dit d'un ton méditatif. Ce n'est pas la signature manquante qui détruisit Highchester, c'est le refus délibéré de vérité. Je le regardai avec étonnement. Il expliqua. L'encre, la plume, le parchemin, tout cela n'est qu'accessoire. Mais quand un homme choisit de nier un frère, d'effacer un enfant, il fabrique une illusion qui ne peut durer. La vérité finit toujours par réclamer son dû. Ces mots résonnèrent profondément en moi. L'absence d'une simple trace d'encre avait été l'instrument d'une tragédie. Mais en réalité, c'était le mensonge initial qui avait tout en... Comme une méditation sur la vanité des apparences et le prix amer du silence. La vérité s'est dévoilée comme une encre trop longtemps retenue, marquant à jamais le destin de ceux qui croyaient pouvoir la dissimuler. Et vous? Auriez-vous choisi de protéger l'illusion de l'honneur ou d'affronter la lumière impitoyable du secret révélé? Dites-le-moi en commentaire. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner pour d'autres mystères et de la partager avec ceux qui chérissent l'élégance du crime et de l'esprit. Car, parfois, ce n'est pas le silence qui pèse le plus, mais la vérité qu'il recouvre.